Cette semaine à Info Thémis. Rencontre avec Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Thémis-Accord. Zoom sur la reprise des cours en présentiel dans le secondaire et le primaire. Séance d'information sur les arts de la scène et le cinéma au Rift de Ville-Marie. Et entretien avec Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Votre bulletin à Info Thémis commence ici et maintenant. Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Thémis-Accord, nous parle du soulagement ressenti par de nombreux entrepreneurs au Témiscamingue quant à l'assouplissement des mesures sanitaires, notamment le passeport vaccinal ciblé et la réouverture des commerces le dimanche. Bonjour monsieur Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Thémis-Accord. Merci d'être venu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous êtes président depuis combien de temps maintenant ? Je suis président de la Chambre Thémis-Accord depuis décembre 2020, donc un peu plus d'un an maintenant, effectivement. D'accord. Oui. Donc c'est la deuxième année du plan de relance. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, effectivement. Le plan de relance a été mis en place il y a un an dans le cadre d'une réflexion sur la planification stratégique de la Chambre. On s'est interrogé à savoir s'il y avait de la place pour une Chambre de commerce au Témiscamingue et la réponse des membres du conseil d'administration, c'est que définitivement oui. Donc, on s'est entendu pour dire, bon, bien, on va relancer les activités de la Chambre. On s'est donné un plan de 5 ans. On a réalisé des choses lors de la première année. Et puis là, à ce moment-ci, on est dans la phase 2 du plan de relance. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce que la pandémie reprenne de plus belle au cours des dernières semaines. Ça a ralenti un peu nos ardeurs, mais quand même, on est engagé à regarder devant nous et à poursuivre nos objectifs là, du plan de relance. Exact. Très bien. Est-ce que vous savez combien d'adhérents vous avez à l'heure actuelle, d'entreprises membres? Oui, on a 62 entreprises membres et on vise 150 entreprises. Je le sais d'emblée qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent devenir membres. Ils n'ont juste pas pris le temps de le faire parce que la méthode d'adhésion a changé. On a une adhésion sous forme de formulaire en ligne, tandis qu'auparavant, ils recevaient une facture. C'était assez facile comme mode traditionnel, recevoir une facture, la transférer au département de comptabilité, puis de faire le paiement, alors que là, il faut qu'ils aillent sur une plateforme en ligne. Donc, on sait qu'il y a un petit pas à franchir avant qu'ils se rendent là. Fait que moi, j'estime qu'il y aurait beaucoup plus de membres n'eût été de ce petit obstacle technique-là. Mais on vise 150 membres. Et en fait, ce qu'on vise, c'est que toutes les entreprises qui s'établissent au Témiscamingue deviennent membres de la Chambre de commerce. Que ça soit un réflexe. D'accord, merci. Du coup, je vous ai appelé aujourd'hui pour parler de l'assouplissement des restrictions sanitaires et du coup de l'impact que vous pensez que ça aura sur les entreprises témiscamiennes. Comment vous interprétez l'abandon de la fermeture obligatoire des commerces le dimanche? Bien, je pense que c'est assez positif. Beaucoup de gens vont dire, oui, une bonne chose, un peu un retour sur le passé, prendre congé le dimanche, mais c'était peut-être valable il y a 30 ans. La vie des gens a évolué, les habitudes ont changé, donc je pense que d'avoir des commerces ouverts le dimanche, ça convient à la plupart des gens. Vous parlez d'assouplissement, on s'entend. Au moment d'écrire le communiqué qui a été diffusé la semaine dernière, bien sûr, beaucoup d'eau ont déjà coulé sous les ponts. Ça évolue de jour en jour, ça évolue quasiment d'heure en heure. Donc, on pense qu'effectivement, il faut s'en aller vers un plus grand assouplissement des règles à ce moment-ci pour faciliter le travail des commerçants, notamment les commerçants qui ont pignon sur rue et les restaurateurs notamment. Oui, c'est sûr que ça bouge jour en jour. Je sais même qu'aujourd'hui, il y avait la fin du couvre-feu, mais également les élèves étaient censés repartir à l'école et beaucoup d'écoles ont dû fermer à cause de la tempête. Donc, ça change jour en jour à cause des circonstances. Oui, oui, puis en plus, ça doit changer. Il faut que ça change un peu. Je pense qu'on a réussi au Québec d'avoir une certaine cohésion sociale. Le politique a réussi à mener la barque de belle façon depuis le début de la pandémie, mais à ce moment-ci, les gens observent ce qui se passe ailleurs. Ils s'interrogent sur la nature de la nouvelle vague qui est basée sur le variant Omicron qui semble ne pas être aussi sévère
sanitaire. La science évolue rapidement. Donc, le consensus semble s'effriter un peu et je crois qu'il va falloir insuffler un peu de dose de pragmatisme dans tout ça. À un moment donné, il faut faire le poids entre les règles qui visent à restreindre la propagation et les autres règles, finalement, qui contraignent les activités humaines et la capacité pour les gens, justement, de circuler, de vaquer à leurs occupations, d'effectuer des loisirs, les jeunes de faire des sports. Je pense qu'on s'en va rapidement dans cette direction-là, du moins c'est souhaitable. Très bien. Vous mentionnez le variant Omicron, justement, qui n'est pas encore implanté ici, on croise les doigts vraiment au Témiscamingue. Mais est-ce que vous pensez que c'est du coup envisageable et raisonnable de réouvrir, envisager une réouverture pour les restaurants notamment, alors que le variant n'est pas encore là? J'écoute plusieurs opinions. Personne n'a la science infuse, n'est-ce pas? Puis ça se base strictement sur comment on se sent par rapport à tout ça. Mais en lien avec le fait qu'actuellement, de plus en plus de gens s'interrogent sur la valeur justement de ces restrictions-là, la plupart des restaurateurs vont vous dire, si on est capable d'aller magasiner à un endroit tout en respectant les règles sanitaires, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller justement manger à une table à l'intérieur de notre bulle familiale? La question est tout à fait pertinente. Je n'ai pas la réponse, mais j'ose croire que jusqu'à maintenant, on ne semble pas avoir observé d'éclosion importante à l'intérieur des restaurants. Donc, la plupart se rallient à cette mesure-là, mais j'estime qu'il va falloir vraiment réévaluer ça et assez rapidement. Et au niveau de l'élargissement du pass vaccinal à certains commerces, est-ce que ça vous inquiète pour ces entreprises-là qui sont concernées? Les chambres de commerce se sont exprimées en faveur justement du passeport vaccinal jusqu'à maintenant. Elle avait sa pertinence. Le but était bien sûr d'encourager les non-vaccinés à se faire vacciner en restreignant justement le champ des activités auxquelles ils pouvaient participer. Mais encore une fois, il semble y avoir un effritement du consensus autour du passeport vaccinal. Puis c'est pas parce qu'elle n'était pas justifiée, ce passeport vaccinal-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point à ce moment-ci, surtout, je vous donne un exemple. Je me suis fait vacciner moi-même pour la 3e dose il y a quelques jours et on s'entend que le passeport vaccinal n'inclut pas la 3e dose qui vient protéger contre l'Omicron. Donc, le passeport vaccinal, à ce moment-ci, il faut encore une fois se questionner sur sa pertinence. Mais les chambres de commerce et la Chambre de commerce Témiscamingue est favorable à toute mesure qui viendrait, si on peut dire, éviter que trop de gens se soient contaminés. Parce que, soyons bien francs, au cœur de tout ça, il n'y a pas une communauté qui se tient bien, une communauté d'affaires qui va bien sans qu'on ait un réseau de la santé qui aille bien. Et il faut porter un regard ou jeter un regard, qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux. Et vraiment, c'est ce qui doit dicter notre ligne de conduite. Tout à fait. Et certains commerces sont exemptés, notamment les pharmacies et les épiceries. Comment vous expliquez cela? Qu'ils ont été, du coup, exemptés de... Bon, bien, on parle des services essentiels. Encore une fois, où est-ce qu'on trace la ligne? On comprend qu'on voudrait éviter une situation où on crée, si on peut dire, un empêchement qui occasionne plus de malaise que ça vient tenter d'en prévenir. De faire en sorte que certaines personnes, puisqu'ils sont vaccinés, qu'ils ont fait ce choix-là, ne puissent pas se faire soigner ou s'approvisionner. Il y a des conséquences à ça. Il y a des gens en situation de vulnérabilité qui pourraient être touchés de ça. Donc, on ne veut pas non plus créer, si on peut dire, plus de bouleversements qu'on en a déjà en empêchant l'accès à toutes les gens qui ne sont pas vaccinés. Bien sûr, on peut discuter longtemps de la valeur et puis de l'argumentaire qu'ils font pour ne pas être vaccinés. Ça ferait l'objet d'une autre discussion. Mais à ce moment-ci, je pense qu'il faut faire attention puis il faut être pragmatique dans la situation. 2 directrices d'école font le point sur la reprise des cours en présentiel, notamment les mesures sanitaires déployées au sein des établissements scolaires et les démarches à suivre en cas de cas contact ou si un élève présente un symptôme. La majorité des parents, je pense qu'ils étaient contents que les enfants reviennent à l'école. Pas toujours évident l'enseignement à distance aussi lorsque les parents travaillent. Alors nous, on n'a pas senti de stress de la part des enfants aussi. Plus on revient à l'école, tout redevient à la normale malgré les règles. Mais il faut dire que ça fait presque 2 ans qu'il y a différentes règles qui sont instaurées. Avec les enfants, dans tout ça, s'adaptent assez bien.
Il n'y avait pas de nouvelles mesures en tant que telles par rapport à ce qu'on avait là, avant de quitter pour le congé. Donc, ce qui avait été différent là, au mois de décembre, c'était le port du masque en tout temps. Alors, on revient avec le port du masque en tout temps. Mais il n'y avait pas de nouvelles mesures pour préparer la rentrée d'hier. Au niveau de l'école secondaire, c'est très, très difficile de penser à mettre en place une distanciation. Ils doivent porter le masque en tout temps. La circulation est libre. C'est au niveau des activités, comme par exemple dans le gymnase à l'heure du midi, des activités où il y a une possibilité de contact. Là, à ce moment-là, on fait des horaires et on y va plus un petit peu par classe ou par niveau, du moins. On ne les laisse pas jouer là, librement dans le gymnase comme ça pouvait être le cas à partir de la rentrée là, en début d'année. Donc ça, c'est une autre différence aussi. Bien, nous, on avait déjà des mesures qui étaient en vigueur avant le congé des fêtes, le port du masque, le lavage des mains. On avait instauré aussi les bulles classe au niveau de l'heure du dîner pour avoir moins d'élèves collés. Fait qu'entre chaque classe, il y avait des bulles, il y avait du 2 mètres. Fait que les élèves, d'autres élèves mangent dans les classes. Fait qu'on a gardé le même fonctionnement qu'avant les fêtes. Fait qu'il n'y a pas de changement pour les enfants à ce moment-là. Ils se retrouvent à avoir les mêmes consignes qu'on avait au départ. Actuellement, que ce soit à l'apparition des symptômes ou suite à un test positif à la COVID, c'est un isolement de 5 jours. Alors, dans ce cas-là, c'est un 5 jours. Puis là, on débute là-dedans, donc on n'a pas encore toute l'expertise pour répondre à toutes les questions parce qu'il y a différents cas. Parfois, c'est un élève qui a été en contact avec quelqu'un qui est positif. Alors là, à ce moment-là, il faut vérifier si c'est un risque élevé, un risque moyen. En tout cas, il faut évaluer le niveau de risque par rapport au contact. Fait qu'on va se familiariser avec tout ça pour pouvoir répondre aux questions. Mais actuellement, à la base, symptômes ou tests positifs, c'est 5 jours en isolement. Si dans la journée, on avait un enfant qui développerait des symptômes, nous, on a toujours les tests rapides. Par contre, on va toujours aviser le parent parce que les parents pouvaient accepter ou pas qu'on passe des tests rapides. On va appeler le parent s'il avait accepté puis qu'il veut qu'on passe le test. Sinon, on va demander au parent de toute façon de venir chercher son enfant. On a les symptômes qu'il faut absolument surveiller. Mais la plupart, je vous dirais qu'on a une super belle collaboration des parents. Alors, si le matin, l'enfant tousse ou est fiévreux, ils ne nous l'enverront pas en espérant qu'il va aller mieux, là. Fait que tout est bien. Je trouve qu'on a une très belle collaboration avec les parents aussi de ce côté-là, là. Les élèves, c'est partagé parce que il y en a qui nous le disent, qui sont contents de revenir, qui trouvent ça long à la maison. Il y en a d'autres qui préféraient être à la maison. Le port du masque demeure un enjeu. Les élèves, ils collaborent vraiment très bien, mais ils disent qu'ils trouvent ça parfois difficile de devoir porter le masque toute la journée. Donc, ça peut être un élément qui fait qu'il était moins... il y en a peut-être qui étaient moins contents de revenir. Mais c'est très, très, très partagé. Il y en a qui sont contents, il y en a qui étaient moins contents. Mais tu sais, ils ont l'air corrects de revenir à l'école. Ils sont contents de voir leurs amis. Tu sais, la semaine passée, ils se voyaient à travers des écrans. Puis, j'avais vu certains élèves parce qu'on était au service de garde et je voyais les élèves qui étaient tous contents puis qui se faisaient des babayes. Alors, de se voir à l'école, tu sais, ce sentiment-là de revenir avec nos amis, de revoir notre enseignante. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient hâte aussi de revenir. Mais je pense que c'est le côté plus encadré, la routine, le fait d'avoir des amis, le fait de pouvoir jouer dehors. Tu sais, il y a comme quelque chose de plus cadré. Tu sais, quand on est une semaine à la maison, c'est le fun, mais à un moment donné, ils ont comme besoin d'être avec leurs amis. Puis s'ils ont des problèmes, des choses, bien, tu sais, ils sont habitués de s'adresser à nous aussi. Ils ont des références dans l'école s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi, là. Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est un défi. C'était un défi avant même qu'on soit plus dans la situation actuelle, là, avec la pandémie, le niveau de contagion qui est plus élevé. C'était un défi avant, ça demeure un défi. Actuellement, ça se passe bien parce que, bon, le personnel était de retour hier. Presque tout le monde était là. Ça va être au quotidien de voir
comment la situation évolue quand les gens doivent s'absenter, ça risque de devenir, oui, de plus en plus un défi. Vous l'avez sûrement entendu, l'idée était de faire appel à des parents pour venir faire de la surveillance en classe. Et quand les enseignants peuvent enseigner à distance parce qu'ils doivent s'isoler ou s'ils ont la COVID et qu'ils sont quand même, ils ont quand même la capacité d'enseigner, ce qui va être demandé, c'est qu'ils fassent leur prestation de travail à distance. Puis là, à ce moment-là, on peut faire appel à des parents en classe pour faire la surveillance. Et on a déjà des réponses là, de parents qui sont intéressés à ça. Présentement, je me considère très chanceuse parce que j'ai toutes mes enseignantes qui sont toutes au travail depuis la semaine dernière. De toute façon, avec l'enseignement à distance, on n'a pas eu encore à remplacer personne. Par contre, on a déjà prévu, avec un plan de contingence, de prévoir des situations. C'est sûr que chaque situation est traitée différemment, mais on a déjà, les personnes qui habituellement remplacent, qui on pourrait prendre. Fait que tout est déjà prêt si une situation arrivait. Le Rift à Ville-Marie, organisme chef de file culturel du Témiscamingue, a été fortement impacté par la pandémie. Présentement, les arts de la scène et le cinéma sont compromis. On fait le point avec la directrice générale Amélie Cordeau. C'est une bombe là, qui est arrivée dans le milieu de la culture. Ça a eu un impact extrêmement fort. Évidemment, si on prend les expositions, principalement ce qui s'est passé dans le début de la pandémie, on était à la 15e édition de la Biennale internationale d'art miniature, donc on a attendu au dernier moment et là, finalement, on a dû annuler, reporter en 2021. Donc ça a été une des premières choses. Évidemment aussi, en 2020-2021, plusieurs spectacles annulés, reportés. L'impact que ça a, c'est que les gens n'ont pas vu ces spectacles-là, oui, mais aussi, quand on les reportait, on avait des jauges restreintes. Donc, si je prends par exemple le spectacle de Quartz, qui était très attendu, qui était vendu, était complet, j'avais juste droit de mettre, je pense que c'était 110 personnes dans la salle. Donc, rappeler les gens, choisir, on est allé selon l'historique des factures pour être juste. Donc, rappeler les gens qui ne pouvaient pas assister. Donc, ça a été très, très difficile de replacer les gens et de dire à d'autres, vous ne pouvez pas rentrer. Évidemment, tout le milieu cinématographique aussi a été très difficile. L'impact a été très difficile. Tous les films que les gens n'ont pas pu voir sur grand écran, il y en a eu beaucoup et il y en a encore beaucoup. C'est sûr qu'on avait une période des fêtes et il y a plein de films qui s'en venaient et là, oups, ils vont soit aller directement sur les plateformes ou leur sortie est retardée. Je pense au film Elvis, qui est très attendu, qui a été retardé. Et là, il est attendu pour avril. On a vraiment hâte de l'avoir sur nos écrans. On a vécu plein d'affaires. Là. On a vécu le 2 mètres, on a vécu le 1,5 mètre de côté, après ça, le 1,5 mètre circonférence, après ça, le 1 mètre. Donc, c'est du réajustement constant. Bien, ce qu'on fait, c'est que si on prend une jauge à 50 d'1,5 mètre, bien, on va prendre un spectacle complet, on va prendre l'historique de facture, puis on va y aller selon l'historique d'achat pour être le plus juste possible. Donc, dans le fond, on déchire la salle, puis on en refait une autre, puis on replace les gens à la main. On a annoncé l'annulation, report des spectacles jusqu'à Vincent Vallière. On a justement 8 femmes le 22 février. Là, on attend les mesures, en fait, du gouvernement qui tarde parce que nous, la dernière date qu'on avait eue, c'était le 17 janvier, puis on n'a eu aucune nouvelle depuis ce temps-là. Là, aujourd'hui, on enregistre, on est le 20 janvier. Donc, 21. Bref, on est vraiment en attente. Le milieu culturel tape du pied, vraiment. Donc, fin février, c'est pas encore reporté. L'année passée, ça a ouvert en février, puis on suppose aussi que ça va ouvrir en février. Par contre, on regarde ça venir, puis on est un peu découragé parce que, oui, on a annulé des spectacles, oui, on en a reporté, sauf qu'on sait probablement que le gouvernement ne va pas réouvrir à pleine capacité. C'est ce qu'on souhaite. Parce que là, les gens vont avoir reçu 3 doses, puis c'est ces gens-là qui vont avoir accès à la salle. Mais on n'a pas le goût de revivre les jauges restreintes. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour l'équipe du Rift. Et les gens sont déçus quand ils ne peuvent pas y assister. Donc, c'est un peu ça là, qui nous déçoit. En tout cas, on anticipe ça.
Beaucoup. C'est sûr que les spectacles que moi, j'ai hâte de voir, c'est sûr que ça sort un peu de ce qu'on voit habituellement. Moi, c'est ça aussi que j'aime, c'est que oui, on offre aux gens des spectacles qu'ils ont envie de voir, mais notre rôle, c'est de leur faire voir autre chose. Et un spectacle de tango qui vient au mois d'avril. Moi, j'ai vu la vitrine justement à Rideau et j'ai adoré ça. Donc, un spectacle d'une grande qualité avec des danseurs vraiment extrêmement expérimentés qui s'en viennent au mois d'avril. Il y a aussi la pièce de théâtre en février, je ne sais pas si ça va avoir lieu, 8 femmes avec une brochette d'actrices. Moi, j'adore voir du théâtre, surtout dans une petite salle. On est proche, là, puis on est proche de ce qui se passe sur scène, donc c'est vraiment intéressant. En mars, on a de l'humour, on a du jeune public, on a Bill Bestiole, on a de l'humour, Dominique Paquette, Martin Petit, des shows qui sont attendus, qui vont faire du bien aussi. On espère vraiment qu'ils vont avoir lieu. Fait que c'est ça, c'est des artistes qu'on aime bien recevoir, puis les gens aiment beaucoup. Donc, c'est beaucoup d'humour en mars et le spectacle de Bill Bestiole pour le jeune public. Les gens, on le sait qu'ils sont là de cœur, mais c'est sûr que quand tu viens pas voir de spectacle ou quand tu dis, bien, de toute façon, ça va être fermé, bien, l'adhésion monétaire était moins présente. La difficulté dans ça, c'est que les gens souvent prennent le RIF pour acquis. Et le RIF, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est sûr que les revenus autonomes sont extrêmement importants pour la poursuite de nos actions. Et on se fait souvent dire qu'on a des programmations, que ce soit en art visuel ou en art de la scène ou en cinéma, super diversifiées, puis les gens sont surpris. Ah oui, tu sais, même les touristes vont souvent dire, mon Dieu, vous recevez tous ces artistes-là, tu sais, c'est vraiment des gros artistes. Bien, ça, c'est grâce à l'adhésion des gens. La cotisation annuelle, ça fait des fois une différence. Donc, c'est sûr que les 2 dernières années, l'adhésion était un peu moins là, mais je pense que le sentiment d'appartenance aussi parce qu'ils sont moins présents, évidemment, à cause des fermetures. Ça a été un impact majeur. Dès qu'on ouvre, on vous invite à venir. Puis c'est le message aussi des artistes. Hein, ils ont recommencé à être sur scène, puis c'est vraiment... ils veulent voir les gens. Nous, on veut vous voir dans les salles. Voir un spectacle, c'est se reconnecter avec ses émotions, c'est aller dans notre imaginaire, ça nous fait vivre plein de trucs. Même chose pour le cinéma et même chose pour les expositions. Fréquentez votre salle de spectacle et votre centre d'exposition, ce qui est très important pour la région. En ce début d'année, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, dresse le bilan sur divers sujets d'intérêt public, notamment la crise du logement, la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie, le projet Onimiki et l'opération Internet haute vitesse. Nous allons aujourd'hui parler de divers sujets d'intérêt public et on va attaquer directement. Je vais vous demander par rapport au poste de commissaire industriel. Donc avant la fin du mois de janvier 2022, la MRC de Témiscamingue cherche à pouvoir ce poste dont le rôle serait de faire connaître le potentiel économique du territoire. Pouvez-vous me décrire plus en détail la fonction de cette personne? Décrire en détail ce que la personne fera, c'est difficile parce que la fonction va se définir aussi autour du profil de la personne qui sera retenue. Toutefois, un commissaire industriel, c'est quelqu'un qui est branché sur les grands axes de développement qui sont ceux du territoire, qui sera donc branché sur nos grands secteurs économiques et qui cherche à les promouvoir, à les mettre en valeur et à attirer des entreprises qui sont associées à ces axes économiques-là. Ça peut aussi être quelqu'un qui va identifier un potentiel auquel on a jusqu'à maintenant prêté peu d'attention, mais ce faisant, en l'identifiant, il va pouvoir le mettre de l'avant, le mettre en évidence et aussi identifier des possibles entreprises pour s'associer à ce potentiel-là. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en lumière tout le potentiel de développement économique structurel du territoire témiscamien et de le déployer, que ça serve les Témiscamiens et Témiscamiennes et que ça puisse permettre de renforcer notre attractivité économique et nos capacités économiques. C'est intéressant un poste de commissaire industriel, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de se projeter dans l'avenir et d'attirer des entreprises de haut calibre. On l'a vu, ça se passe à l'échelle, à hauteur d'autres MRC ou même juste chez nos voisins ontariens.
c'est le genre de personne qui va regarder un territoire et qui va composer avec ses grandes forces, avec un réseautage auquel le quotidien des choses ne nous a pas amenés. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de voir le potentiel, de le projeter et de chercher avec quelles entreprises ou quels grands secteurs on peut se connecter. D'accord. Donc, le type de profil que vous recherchez est assez large quand même. En fait, on sait que ce n'est pas une personne à qui on va dire toute autre tâche connexe. On sait que c'est une personne qui aura un mandat défini. Son mandat sera en fonction des forces, des caractéristiques propres de la personne, de son parcours, de ses expériences. Mais on sait qu'on a besoin d'avoir un commissaire industriel qui voit des potentiels et qui sait faire les liens pour aller chercher différentes entreprises. Ça peut être de la recherche, ça peut être du déploiement d'activités manufacturières, ça peut être des entreprises de services, mais qui va être capable de faire les liens fonctionnels pour développer des grappes autour des grandes forces du territoire. On parle de la foresterie, bien entendu, et on a une grappe industrielle très forte avec Rayam, avec Témisco, avec LVL Global, avec Siri Béarn. On a Green First maintenant, on a des axes de développement associés à la foresterie qui sont très forts. On a aussi des axes très forts au niveau du domaine agroalimentaire, agricole et agroalimentaire. On peut avoir des axes très solides sur d'autres aspects de notre potentiel. Ça pourrait être minier, ça pourrait être manufacturier dans des secteurs qu'on n'a pas encore, sur lesquels on ne s'est pas encore attardé. Je regarde simplement Rayam avec l'arrivée d'Anomera. C'est le genre de connexion qu'on aura besoin qu'un commissaire industriel fasse. C'est le genre de réseautage qu'il pourra créer et c'est le genre d'activité qui positionne le Témiscamingue comme territoire d'avenir. Et à quelle date le candidat retenu devrait entrer en fonction? Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, c'est un poste qu'on avait déjà identifié dans le budget de l'année 2021. En 2020, on réfléchissait déjà à cette fonction-là dans notre organisation. On réfléchissait déjà à l'impact très positif qu'un commissaire industriel pouvait avoir chez nous. Alors, le plus rapidement possible. D'accord. Mais évidemment, tout dépendra de la candidature qu'on reçoit. Bien sûr. Si la candidature, si c'est quelqu'un qui va être disponible au mois d'avril, bien, soit on va composer avec cette disponibilité-là. Mais le plus rapidement possible, on souhaite avoir un commissaire industriel à notre emploi et surtout au service du territoire. Très bien. Du coup, d'après un communiqué de la MRC diffusé en décembre dernier, les élus ont adopté la proposition de rendre permanente la ressource en santé et sécurité au travail, qui avait été embauchée via une entente intermunicipale en 2019. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle et le mode de fonctionnement de cette ressource et qui est depuis peu sous la responsabilité de la MRC? En fait, la ressource, la MRC travaillait de façon active pour faciliter l'entente intermunicipale. C'est les municipalités qui étaient parties de l'entente, qui avaient retenu les services d'une ressource. Cette ressource-là, évidemment, la MRC avait également une partie prenante de cette entente-là. Donc, la ressource travaillait également à des aspects de la santé et sécurité au travail du personnel de la MRC. Ce qu'on a fait actuellement avec cette ressource-là, c'est de la rendre pérenne, c'est-à-dire d'assurer la continuité de son emploi, mais surtout de la rendre accessible et disponible à l'ensemble des municipalités, pas seulement pour les municipalités qui sont partie prenante d'une entente, mais à l'ensemble des municipalités. Ça fait en sorte que tout le monde peut avoir accès à l'expertise de la personne en santé et sécurité au travail, M. Robert, mais ça fait aussi en sorte que la cohésion entre les différentes décisions de l'ensemble des municipalités est plus grande. Ça fait également en sorte de s'assurer d'une ressource de ce calibre-là, de cette nature-là, sur le territoire témiscamien, au bénéfice du milieu municipal. Et on le sait, il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre qui est majeur. Cet enjeu-là est important pour plusieurs secteurs d'activité, mais avec une ressource en santé et sécurité au bénéfice du milieu municipal, c'est la qualité des milieux de travail pour les employés municipaux, c'est une espèce de garantie pour les municipalités à titre d'employeur, et c'est de s'assurer que cette ressource-là
elle reste disponible chez nous. D'accord. Est-ce que ce fut contraignant d'ajouter cette dépense supplémentaire au budget de la MRC? Pas du tout. C'est pas une grande contrainte. On était déjà partie prenante comme MRC et de créer un poste au niveau de l'ensemble de la MRC, ça fait partie des quotes-parts municipales. En conséquence, les municipalités qui payaient déjà paient un peu moins, mais toutes les autres municipalités paient un peu plus. Ça fait partie de l'ensemble des quotes-parts. C'était pas un enjeu, c'était pas du tout un enjeu budgétaire. Pas du tout. Il était prévu qu'une rencontre ait lieu entre le conseiller en santé et sécurité au travail et les membres du conseil en début d'année. Est-ce que cette rencontre a déjà eu lieu? Non, on comprend que la situation pandémique actuellement complexifie un peu ce type de rencontre-là. Ce sont des réunions de travail qu'on crée avec les membres du conseil de la MRC et différents intervenants, interlocuteurs, acteurs du milieu témiscamien. En conséquence, actuellement, les rencontres sont plutôt retardées pour respecter les règles sanitaires en cours. On tient les réunions qu'on a le devoir de tenir, par exemple les réunions du conseil, les réunions du comité administratif, les réunions d'autres comités, mais les réunions de travail, elles impliquent des échanges et une proximité que la situation pandémique actuelle permet difficilement. En conséquence, dès qu'on peut reprendre les rencontres en présence de tout le monde, c'est une rencontre qui est prioritaire et privilégiée avec nos municipalités. Très bien. Toujours d'après le même communiqué qu'on a reçu en décembre, la MRC confirmait l'adoption de la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie pour 2022. Donc, ça serait une politique qui gouverne le conseil dans l'attribution des aides dont il dispose. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Qu'est-ce que cette mesure et quels organismes et dépenses sont jugés admissibles? En fait, on parle du comité du GAM, le comité de gestion et d'animation du milieu municipal et économique. Et cette politique-là, elle est mise à jour. On adopte la politique à chaque année. Ce que ça nous permet de faire depuis plusieurs années, c'est d'accorder des budgets, des subventions à des organismes, des OBNL, à des municipalités, à des instances comme par exemple les coopératives, sauf les coopératives financières, pour réaliser des projets qui améliorent les milieux de vie. Il y a plusieurs axes qui sont identifiés, notamment les loisirs, l'amélioration, la vitalité des milieux, les services de proximité. Il y a plusieurs axes qui sont privilégiés et il y a plusieurs initiatives qui sont soutenues. Je vais donner quelques exemples d'initiatives qu'on a appuyées au fil des ans. Plusieurs sentiers pédestres qui améliorent beaucoup la qualité de vie des citoyens. On a un terrain de jeu magnifique au Témiscamingue. Donc, d'avoir des sentiers bien aménagés et sécuritaires, c'est important. Et on a soutenu plusieurs OBNL et ou municipalités pour l'amélioration de ces sentiers-là. Les Wibit à Ville-Marie, la plage et tout l'aménagement, il y a une contribution de cette politique-là pour organiser la plage Wibit et les jeux Wibit. On pense aussi à des marinas, par exemple, à Rimini. On pense à des facilités comme services de proximité à Moffett ou à Laniel ou encore à La Force, où la coopérative qui gère le dépanneur et la station d'essence a ajouté à ces activités des serres pour rendre accessibles des fruits et légumes à ses clientèles. Donc, on comprend qu'on peut avoir plusieurs types d'interventions. C'est aussi un mécanisme par lequel on va accorder des subventions beaucoup plus importantes, comme on le fait dans le cas des travailleurs de rang en agriculture, comme on le fait au niveau de de la station de recherche en agroalimentaire de Notre-Dame-du-Nord. Je dis notre ferme de recherche, notre station de recherche à l'UQAT, mais c'est pour soutenir des projets de développement de l'agriculture, des agricultures innovantes et notamment de l'agriculture biologique. Ces sommes-là sont importantes et c'est le milieu qui détermine comment elles seront utilisées. Alors, ce n'est pas... Il y a un cadre très large pour l'utilisation. Ce n'est pas prescrit de l'utiliser dans tel ou tel domaine. De sorte que ça permet aux municipalités, aux OBNL, d'être inventifs, d'avoir de la créativité dans les propositions qu'ils font.
Dans les dernières années, c'est plus d'1,5 million qu'on a pour soutenir le développement à travers cette enveloppe-là qui est répartie sous plusieurs formes. D'abord, des agents de développement qui sont au service de la MRC, de la municipalité régionale de comté, mais également des municipalités. Il y en a quelques-uns. Ensuite, des enveloppes dédiées à des projets locaux ou des projets structurants. Cette année, dans chacune de ces 2 enveloppes-là, c'est plus de 300 000 $ qui seront disponibles pour soutenir des projets et aussi pour les municipalités directement pour soutenir des activités de promotion d'une action de la municipalité ou d'une proposition touristique de la municipalité pour faire la promotion du territoire. Alors, l'enveloppe se décline sous plusieurs formes. Ce qui est important de retenir, c'est que d'1 500 000 dont on détermine l'usage, ce sont des fonds publics. On doit s'assurer que ça sert le plus grand nombre possible. Et j'oubliais de mentionner que c'est aussi à même cette enveloppe-là qu'on va soutenir efficacement notre bras économique qui est la Société de développement du Témiscamingue. Alors, dans tout le contexte, on dispose de moyens pour se développer. Je répète toujours que ce sont des moyens qui nous sont attribués par le gouvernement et on a déjà vu dans le passé que ces enveloppes-là, elles pouvaient être très fragiles au moment du renouvellement. D'où notre grand intérêt à utiliser de façon très fonctionnelle, très appropriée, l'enveloppe pour qu'elle serve vraiment de levier à du développement plus grand, plus large pour le territoire témiscamien. Très bien, merci. Donc cette politique ferait de la crise du logement une priorité d'intervention? La crise du logement fait partie des 8 priorités d'intervention. Est-ce que vous pouvez nommer les 8 priorités, s'il vous plaît? Je ne peux pas toutes les résumer, mais milieu de vie, qualité des milieux de vie, facilité de loisirs, les services de proximité, le développement économique des milieux. Il y a également le soutien à des activités structurantes culturelles ou de loisirs. Et c'est de façon très large, là, mais ça fait partie des services de proximité pour lesquels on est particulièrement interpellé et on a nommément identifié qu'on voulait travailler sur le logement au Témiscamingue. D'ailleurs, en relation avec ça, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé à l'automne dernier, en fin novembre, des sommes importantes, plusieurs centaines de millions de dollars pour du logement abordable. Ils interpellent les milieux municipaux, donc les MRC et les municipalités. Et pour ce faire, on attend la prépublication du règlement, mais pour ce faire, ils vont nous autoriser à soutenir financièrement toutes les formes d'initiatives qui peuvent permettre d'avoir accès à du logement abordable. Et le mot « abordable » est très important parce que le logement doit être offert à la population à un prix moyen de coûts de logement qui sont disponibles sur le territoire. On ne parle pas de logements de luxe, par exemple, dans cette opportunité-là, et ce ne sont pas non plus des logements sociaux. On parle vraiment de logements abordables pour des familles, pour des personnes, et l'aide pourrait être apportée comme elle le pouvait avant à des OBNL, à des coopératives d'habitation, à des organismes municipaux, mais également l'aide pourrait être accordée à des entreprises privées. Et c'est la première fois que cette opportunité-là est offerte à travers un programme et une législation. C'est la première fois. On aura besoin que les entreprises privées soient partie prenante de cette intervention-là pour améliorer l'offre et la disponibilité de logements abordables dans le territoire témiscamien, comme partout au Québec. Alors, nous, on est préoccupés de la situation, on est déjà en action pour trouver des solutions on va parler à la rareté de logements ici au Témiscamingue, et ça nous interpelle beaucoup de pouvoir avoir des moyens pour soutenir ces initiatives-là. Et selon vos ressources, quels sont les facteurs qui font que ce problème de la crise du logement subsiste depuis plusieurs années et toujours pendant la pandémie qu'on vit en ce moment? Bien, en fait, la pénurie de logements, on a entendu parler de façon particulière depuis la pandémie. Le Témiscamingue, dans les statistiques d'habitation et de logement, a toujours été un territoire qui était
quasi-équilibre. C'est-à-dire que les gens, le taux d'inoccupation variait entre 3 et 6 %, ce qui fait en sorte qu'on est en situation où les gens peuvent relativement simplement trouver un logement. La grande préoccupation, c'est que les logements sont rarement affichés. Ils sont surtout soumis au contact de bouche à oreille. Et le Témiscamingue, sur cet aspect-là, avait une très grande force. La pandémie, l'arrivée de nouvelles populations, l'arrivée de nouvelles main-d'œuvre a mis en lumière la difficulté d'agir en bouche à oreille quand on a une restriction des contacts sociaux, la difficulté aussi de trouver des logements appropriés, abordables pour des populations qui arrivent nouvellement, non seulement au Témiscamingue, mais aussi au Québec, les populations immigrantes. Et ça a mis en lumière aussi la difficulté pour des personnes qui connaissent peu le milieu d'entrer en contact et de trouver, d'être crédibles auprès d'un locataire. On est actuellement en train de réaliser, avec la Société de développement du Témiscamingue, une étude élargie sur la situation du logement. Non seulement en termes de quels sont les logements disponibles, où sont-ils disponibles, qui les loue, quels sont les tarifs de location, mais aussi en termes de possibilités. Est-ce que dans des municipalités, il y a des édifices qui pourraient servir, qui pourraient être transformés en logements, en logements locatifs, en lieu de vie adéquat et abordable pour des nouveaux arrivants, pour des familles. Cette étude-là va nous servir à bien camper. C'est quoi les besoins? Comment on peut agir? Quels sont les meilleurs moyens d'action qui sont à notre disposition? Mais rendons-nous bien compte que la pandémie a exacerbé une situation qui se vivait peut-être un peu, c'était peut-être un peu complexe, mais finalement, les gens arrivaient à se loger en une situation qui est devenue très compliquée pour tout nouvel arrivant sur le territoire témiscamien. La pandémie a exacerbé certaines difficultés que les gens rencontraient. On est conscient de ça et on veut y travailler, que ce soit par des coopératives d'habitation, que ce soit encore une fois par l'intervention des entreprises privées. On a besoin de développer des logements. Quand le maire de Moffett ou la mairesse, la présidente du comité municipal de Laniel nous disent « il n'y a plus rien de disponible sur mon territoire », quand on nous parle à Saint-Bruno-de-Guigue de rareté de logement, quand on nous parle à Notre-Dame-du-Nord de la difficulté de loger des travailleurs, on comprend que c'est devenu un enjeu important. Et actuellement, nous, on a pris les devants avec cette analyse de situation-là pour être en mesure de poser les bons gestes aux bons endroits de la bonne façon. Cette analyse devrait prendre plusieurs mois. Elle est déjà entreprise depuis le mois de novembre, donc on espère avoir une lecture de situation assez complète d'ici la fin février, début mars. Très bien, merci. La MRC prévoit également la relance de travaux en lien avec le projet de coopération avec la France. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a déjà été fait avant, dans les années précédentes, et nous dire quand la relance est prévue exactement? Bien, en fait, ce qui avait été fait avec la France, c'est qu'on avait un projet de coopération sur le développement rural avec plusieurs communautés françaises, notamment de l'Erdre-et-Gèvres. Et il y avait une délégation qui était venue nous rencontrer ici au Témiscamingue, qui était venue voir de quelle manière on promouvoit le territoire, de quelle manière on assure le développement, c'est quoi le fonctionnement qu'on s'est donné. Par exemple, à travers la planification stratégique pour attirer des nouvelles populations, à travers la stratégie d'attractivité qui permet de camper, de faire connaître et reconnaître le territoire témiscamien, à travers les actions qu'on fait au niveau du développement économique, des structures qu'on se donne pour soutenir le développement de nos communautés. Ils étaient aussi très curieux de voir la nature des activités économiques qui se tiennent sur le territoire et l'importance, la grande importance qu'elles ont, ces activités-là. Par ailleurs, nous, on devait aller à leur rencontre en Europe, en France, pour voir de quelle façon ils agissent sur leur territoire et quels sont les enseignements qu'on peut partager, qu'on peut prendre, qu'on peut nous donner à des interlocuteurs français et que peuvent nous partager des initiatives dont on peut s'inspirer pour réaliser des actions ici sur le territoire témiscamien. Le déplacement devait se faire au printemps 2020 pour la délégation témiscamienne. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, pandémie oblige. On n'a pas pu se déplacer.
On a relancé cette initiative-là à l'automne. On est toujours resté en contact avec les communautés. On partage des informations, des données qui peuvent servir les uns et les autres, mais on est toujours très intéressé à aller découvrir leurs initiatives de développement sur leur territoire. Mais malheureusement, avec la pandémie, on ne peut pas assurer le bon fonctionnement de cette coopération, vu qu'on ne sait pas si on peut voyager. En fait, le bon fonctionnement d'une coopération, c'est d'une part aller les visiter ou qu'ils viennent nous visiter, mais c'est aussi tous les échanges qu'on favorise à travers ces projets-là. Il y avait un projet de recherche, il y a eu des rapports, il y a eu des résultats, il y a des contacts qui sont maintenus, il y a des dialogues qui sont soutenus. Alors, la coopération se maintient. Le déplacement, oui, est difficile, mais la coopération n'est pas du tout compromise par le fait de la pandémie. Les déplacements sont retardés. On a trouvé d'autres mécanismes pour poursuivre le dialogue. Et on va certainement intensifier, dès qu'on pourra reprendre les voyages, on va certainement intensifier nos échanges. Mais c'est clair que ça n'a pas compromis toute l'action, toute l'activité. Et selon vous, comment le Témiscamingue a bénéficié de cette coopération dans le passé? Qu'avons-nous appris avec ce beau projet? Hier soir, au téléjournal, on nous présentait des initiatives en France. Et c'était un beau reportage sur les communautés rurales et les communes en France qui offrent un service, c'est le café du coin, qui offre un service, le café, mais aussi les services d'approvisionnement en production locale dans les villages, qui améliorent la vitalité des communes et des villages en France. On se souvient qu'ici, au Témiscamingue, nous, on se nourrit de ça parce que ça confirme ce qu'ici, au Témiscamingue, on fait depuis 20 ans. Soutenir le commerce de proximité dans chacune des communautés. Soutenir l'offre de services de lieux de rencontre dans chacune des communautés. Les petits cafés, la coopérative, les services, par exemple, faciliter l'accès à des salles communautaires, à des lieux de rencontre. Alors, on s'aperçoit que les objectifs, les moyens qu'on s'est donnés pour atteindre nos objectifs depuis 20 ans, c'est les bons moyens. On n'est pas à côté de ce qui est requis et des attentes de la population. En conséquence, c'est déjà un enseignement en soi. Mais par ailleurs, nous, ce qu'on va chercher, c'est aussi des mécanismes de concertation qui peuvent être mis en place. On va chercher des idées innovatrices qu'ils ont mis en place chez eux, dont on peut s'inspirer. Et puis là, ça peut être toutes sortes de coopératives, de mécanismes, des lieux de récupération, de recyclage, des entreprises. Ça peut être toutes sortes d'initiatives qui sont mises de l'avant. On va chercher des idées. Tout comme ils sont venus chercher des idées quand ils sont venus chez nous au printemps, à l'automne 2019. Ils avaient une belle délégation, ils étaient près de 20 personnes. Et ils se sont nourris de ce que nous, on fait ici, de bons coups. Et ils ont aussi constaté qu'il faut adapter les bons coups dans les milieux et dans les sociétés dans lesquelles on les installe. Alors, on constate que des choses qui fonctionnent ici, qui ne fonctionneraient pas nécessairement en Europe, et à l'inverse, des choses qui fonctionnent très bien là-bas, par exemple dans le partage coopératif, qui sont plus difficiles à instaurer ici. Au-delà de ça, ça nous fait grandir tout le monde. Ça fait grandir les élus d'ici, ça fait grandir nos intervenants ici, et ça fait grandir ceux de l'Europe aussi, ceux de la France aussi. C'est un véritable échange des deux côtés. Tout à fait. Et c'est pour ça que le maintien du dialogue a été très important. Très bien. C'est ce qui a permis qu'on continue d'être très intéressés à y aller, qu'on a envie de découvrir, et qu'on constate qu'ils font encore des choses, mais que nous aussi, on peut continuer de les intéresser à ce qui se passe ici. On peut les inspirer de nos interventions et de nos actions. Merci. Parlons maintenant de l'opération Internet haute vitesse au Témiscamingue. Oui. L'objectif était de compléter le branchement des foyers non ou mal servis en Internet haute vitesse en septembre 2022. Oui, tout à fait. Cet objectif est-il toujours envisageable à l'heure actuelle et quelles sont les étapes qui restent à franchir pour l'atteindre? Je dois rappeler que c'est un engagement du gouvernement du Québec qui a choisi de mettre en place toutes les conditions favorables au déploiement d'Internet haute vitesse de qualité, donc haute vitesse 100 mégabits de qualité partout au Québec, toutes les portes au Québec.
Sur le 828 millions qui est investi dans cet objectif-là du Québec, il y en a quand même plus de 120 millions en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est une région où on était c'est reconnu qu'on avait une piètre qualité pour couvrir toutes les résidences. L'objectif du gouvernement, c'est que toutes les portes branchées qui bénéficient d'un branchement à Hydro-Québec reçoivent le service. Et actuellement, quand on parle au gouvernement, ils comptent les jours. Il reste tant de jours. Alors, on est en termes de jours avec eux. Je dois dire que le territoire témiscamien a été particulièrement performant. Les municipalités, les citoyens, la MRC, merci Lynn Gironne qui a pris le leadership de ce dossier-là, on a été particulièrement performants pour identifier ce qu'on appelle les portes orphelines. Le ministère avait identifié des endroits où il fallait être branché, mais ils avaient omis ou oublié plusieurs adresses, ce que nous, on a retracé. Alors, il y a eu des ajouts budgétaires pour respecter la volonté du gouvernement de brancher tout le monde. Toutes les portes orphelines ont été identifiées. Actuellement, et depuis le mois d'octobre, la fibre est en déploiement sur le territoire témiscamien, partout en Abitibi-Témiscamingue, mais on le voit bien sur le territoire témiscamien. Et l'objectif du gouvernement est toujours le branchement au 30 septembre 2022, que les résidences qui bénéficient d'un branchement à Hydro-Québec bénéficient aussi et accès à un branchement Internet haute vitesse de qualité. Notre travail à la MRC, c'est de faciliter, d'être un bon interlocuteur, un bon intermédiaire entre les populations, les municipalités et le mandataire du gouvernement. Ici, c'est Vidéotron qui a eu le mandat. Donc, d'être un très bon intermédiaire pour faciliter les travaux de tout le monde. Et jusqu'à maintenant, le milieu municipal s'est montré largement à la hauteur des attentes. Oui, ce retraçage des portes orphelines a dû être très laborieux. Et je le répète, ça a été d'une belle efficacité. Ici, sur le territoire, on est d'ailleurs cité en exemple partout au Québec. Merci. Et pour terminer cet entretien, je vais donc vous demander de me parler du projet Onimiki. Qu'en est-il de ce projet des mini-centrales hydroélectriques? Où est-ce qu'on en est? Actuellement, j'ai porté le projet haut et fort depuis 4 ans pour qu'on ait l'opportunité, qu'on ait l'occasion de déposer un projet auprès d'Hydro-Québec. L'appel de projet a été lancé en décembre. On a jusqu'au mois de juillet pour soumettre notre projet. Évidemment, le projet ne se réalise pas à partir le lendemain du dépôt du projet. Il y aura une analyse, il y a des discussions à venir tout de suite après le dépôt des projets. Mais notre objectif avec le projet Onimiki, au-delà du projet comme tel, c'est d'avoir un projet qui nous permet de travailler en collaboration et en partenariat avec les Premières Nations. Dans le cas de ce projet-là, on est sur les territoires des Premières Nations de Québawek et de Wolf Lake. Alors, on travaille avec ces deux communautés autochtones. Au-delà de ça, c'est un projet qui permettrait de développer des moyens propres à la MRC. On ne serait plus en train de tendre la main à toutes les fois pour quêter notre prospérité. C'est quand on est en attente toujours de budgets gouvernementaux, on quémande notre prospérité et on attend qu'ils veulent bien nous l'accorder. Là, on aurait des moyens propres pour développer des projets qui sont prioritaires pour le Témiscamingue. Au-delà de ça, il y a toute une démarche à faire. Une démarche technique, développer le projet, planifier chacune des actions, chacune des étapes du projet, chacune des interventions qui devront être faites. Il y a une étape politique de structurer les ententes qui vont nous lier au projet. Il y a aussi une étape citoyenne, parce que c'est un projet porté actuellement par les élus de la MRC, mais c'est un projet au bénéfice de tout le Témiscamingue, qui va avoir des bénéfices pour l'ensemble, certains inconvénients pour quelques citoyens. Donc, on doit aussi avoir une discussion citoyenne sur le projet. Les 3 objectifs actuellement, de développer le projet sous langue technique, de créer les ententes politiques qui doivent être créées et de parler à nos citoyens. Les 3 étapes actuellement sont en préparation, on est en travaux pour y arriver. Il y a des dates prescrites dans le projet d'Hydro-Québec. L'appel de projet est précis sur certaines actions qui doivent avoir été faites à des dates spécifiques, ce qu'on est en train de compléter.
Au-delà de ça, c'est vraiment un projet porteur pour tout le territoire témiscamien. On sait qu'il y a un besoin d'hydroélectricité, d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable. On parle d'hydroélectricité. On sait que le projet Donimiki est un projet absolument porteur pour le Témiscamingue, mais qui est très intéressant aussi pour Hydro-Québec. Maintenant, il faut arriver dans nos travaux à arrimer chacune des actions. On ne doit pas laisser personne en arrière dans un projet comme celui-là. Le projet chemine bien. Il y aura des discussions et il y a beaucoup de partenaires satellites qui s'installent autour, par exemple les groupes environnementaux, par exemple les groupes touristiques, par exemple, il y a beaucoup de partenaires qui vont graviter autour de la discussion principale autour du projet, mais on a besoin que le territoire témiscamien prenne connaissance de ce que sera le projet. C'est une mini-centrale au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction de barrage. On utilise le courant naturel des cours d'eau pour faciliter, pour diriger l'eau et faciliter le turbinage pour produire de l'électricité. Donc, c'est un projet relativement simple, très coûteux, mais relativement simple à réaliser pour peu qu'on puisse répondre à des obligations d'Hydro-Québec, entre autres des périodes de production. Ils veulent avoir une production garantie entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année. Ils veulent avoir des garanties de puissance sur la proposition de projet qu'on mettra de l'avant et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. D'accord. Vous avez mentionné certains inconvénients qui pourraient être engendrés par ce projet pour des citoyens. Qu'est-ce qui vous vient en tête notamment? La première des choses, l'OBVT avait déjà identifié, par exemple, des espèces fragiles dont il faudrait surveiller l'évolution en mettant en œuvre le projet. On modifie aussi le flux hydrique à certains endroits. Donc, quel impact ça aura? On doit pouvoir le mesurer et on doit pouvoir soit mettre en place des mesures d'atténuation, soit vraiment voir comment on modifie le projet pour éviter ces impacts-là. C'est évidemment au fur et à mesure qu'on avance sur le plan technique, on identifie les différents impacts et les interlocuteurs seront, parce qu'on a eu quelques discussions, mais c'est très préliminaire, les interlocuteurs seront mis à contribution pour qu'on identifie vraiment comment on fait les choses le mieux possible. C'est le genre de projet qui reçoit souvent un appui fort, jamais unanime, mais un appui fort de la population. En conséquence, ce que nous, on cherche à faire, c'est de générer un projet porteur pour tout le territoire témiscamien. 2, que ce projet-là soit porté par les élus et la population. 3, que tous les impacts qu'on peut identifier, on trouve les mécanismes pour les atténuer au maximum. Et ultimement, que ce projet-là soit un projet à nous qui génère une fierté pour notre population, un beau partenariat avec les Premières Nations et surtout des fonds propres à la MRC pour les communautés, pour le bénéfice des communautés. Très bien, merci. C'était ma dernière question. Est-ce que vous voulez rajouter un commentaire ou parler d'un sujet que je n'ai pas mentionné? Dans la dernière journée, on a, hier soir, c'était la réunion mensuelle du Conseil de la MRC et on a procédé aux nominations des différents comités qui animent la vitalité de notre Conseil de la municipalité régionale de Comté. Ce sont des élus, mais aussi des citoyens qui collaborent à ces comités-là, qui mettent énormément d'énergie pour que toutes les actions, les décisions prises par la MRC soient le plus concrètes possible, branchées possible sur les réalités des citoyens, des municipalités, des communautés. En conséquence, moi, je tiens à remercier tous les élus et toutes les personnes qui se joignent à ces comités-là. C'est par les comités qu'on assure la vitalité d'une structure démocratique comme celle des municipalités et de la municipalité régionale de Comté. C'est par ces implications-là qu'on va chercher toutes les expertises qui peuvent enrichir nos décisions. Alors, moi, je tiens à vous remercier infiniment à toutes les personnes qui participent au comité. Je termine en mentionnant que notre nouveau préfet suppléant, M. Nico Gervais, qui est le maire de Notre-Dame-du-Nord, s'implique très activement dans tous nos comités
Et l'ancien préfet suppléant, M. Barrette, qui a vraiment souhaité se retirer de cette fonction-là pour pouvoir prendre tranquillement une retraite, reste quand même très, très actif dans nos comités. Alors, à ces deux personnes-là, de façon particulière, mais également à tous les élus du Conseil de la MRC, merci beaucoup de votre participation. Les gens sont souvent peu conscients de tout le travail que vous faites pour la qualité de vie et un bien-être des citoyens et citoyennes ici au territoire. Moi, je suis consciente et je vous remercie beaucoup de l'investissement que vous faites en temps et en énergie pour le territoire témiscamien. Merci. Et merci à vous pour votre visite aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. C'est avec plaisir.